ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. La création de l'Auvergne. Les volcans ont toujours alimenté les mythes, notamment ceux liés à l'enfer. Qu'est-ce qui fait plus penser à l'enfer qu'un volcan? L'humain a eu besoin d'apprivoiser sa peur ancestrale de leur colère fulgurante en imaginant des récits mettant en scène les plus puissantes divinités pour justifier la violence de leurs éruptions. Les mêmes forces surhumaines sont souvent requises pour expliquer un autre phénomène naturel tout aussi violent, les tremblements de terre. À travers l'histoire et les cultures, les volcans ont inspiré des sentiments mêlés de crainte et de respect. Les hommes en ont peur et les vénèrent. Leurs éruptions tuent, mais rendent les terres fertiles. Si les montagnes qui crachent du feu sont l'objet de légendes et de mythes variés, certains thèmes sont récurrents à différentes cultures. Les volcans sont souvent envisagés comme une entrée vers la forge d'un dieu, vers le royaume des morts, vers un monde souterrain peuplé de mauvais esprits, ou encore directement vers l'enfer. Une légende existe, justement, qui relate la création de l'Auvergne comme un affrontement entre Dieu et le diable. Celle-ci raconte qu'un jour, Dieu entra dans une colère divine, poussé à bout par le comportement de Lucifer, qui cherchait à prendre sa place. Il ouvrit alors le sol sous ses pieds et y alluma un gigantesque brasier perpétuel, dans lequel il précipita le diable avec quelques autres insupportables révoltés, avant de refermer la croûte terrestre. En 2 mots, tout à sa colère, Dieu venait de créer l'enfer. Le diable et ses amis démons étant hors d'état de nuire, la vie reprit son cours sur terre, paisible. L'Auvergne était un paradis verdoyant d'air pur et frais, dont la sérénité des paysages inspirait la clémence. Un jour, Dieu se dit qu'il était temps d'alléger la punition infligée au diable et à ses cibres. Il les autorisa donc à percer quelques trous à la surface de la terre pour mieux respirer, humer un peu d'air frais, peut-être apercevoir un bout de ciel, un nuage ou un rayon de soleil, ou entendre le chant des oiseaux ou la mélodie du vent dans les feuilles des arbres. Il se dit qu'un peu de cette beauté et de cette harmonie les rendrait peut-être meilleurs. Pourquoi pas? Diable et démons ne se le firent pas dire 2 fois. Ils creusèrent de nombreux trous, d'où bientôt les flammes giclèrent, les volcans d'Auvergne. Si la beauté des lieux inspirait le doux sentiment à Dieu, il n'en était rien pour le diable, qui s'imaginait encore renverser son rival. Quand Dieu comprit que le démon agrandissait les trous et projetait les flammes de l'enfer hors des volcans en espérant embrasser les cieux,
il abattit sur l'Auvergne un tel déluge que les flammes rendirent l'âme, éteignant définitivement les volcans et offrant à l'Auvergne ses lacs et ses nombreuses sources. Mystère autour de la mort de Louis XVIII. Le jeune Louis XVIII, 10 ans, dont les journaux viennent d'annoncer le décès lié à la tuberculose dans la prison du Temple où il croupissait depuis le renversement de la monarchie, ne serait en réalité pas mort. Le fils du roi décapité est-il vivant ou bien enterré au cimetière de Sainte-Marguerite? S'il est mort, pourquoi les forces de l'ordre placardent-elles ici et là, à Paris, des affiches réclamant son arrestation? S'il est vivant, où se trouve-t-il? C'est dans ce contexte qu'une famille nombreuse, à Églisole, commune du Puy-de-Dôme, accueille soudain un nouvel enfant. Les Chaumettes, des agriculteurs, en élevaient déjà 8. Et voilà qu'un 9e fait son apparition. D'après les récits de cette époque, personne n'avait jamais vu auparavant cet enfant à la ferme. Il est blond, il a 10 ans, il ressemble beaucoup à Louis XVIII et il s'appelle Blaise, comme son frère aîné. Curieux, en plus, il est habillé en fille. Les spéculations vont bon train. Les années suivantes semblent donner raison à ceux qui soupçonnent une origine mystérieuse à l'arrivée soudaine de l'enfant. La famille bénéficie de rentrées d'argent inexpliquées, importantes, au point de pouvoir acquérir un domaine de 40 hectares. Une hypothèse revient avec insistance. Et si la famille Chaumette était payée pour cacher et protéger cet énigmatique enfant blond? Blaise pourrait-il être Louis XVIII? Madame Simon, la geôlière de l'enfant, a toujours affirmé que le jeune Louis XVIII avait été exfiltré de la prison du Temple dans un paquet de linge sale et qu'un autre garçon tuberculeux avait pris sa place en entrant, lui, dans un cheval en carton. Plusieurs faits troublants viennent corroborer cette version. Les 3 médecins, ayant examiné l'enfant en prison, sont morts violemment à quelques jours d'intervalle. Les premiers, 5 et 9 juin 1795. L'un d'entre eux, qui connaissait le dauphin avant son incarcération, avait signalé que l'enfant retenu dans des conditions indignes à la prison du Temple n'était pas le jeune Louis XVIII. Il mourut empoisonné le lendemain. Les autres médecins, informés par leurs collègues de la substitution de l'enfant et ayant remarqué que ni l'âge du jeune détenu ni son aspect physique ne correspondaient à ceux de Louis XVIII, furent également réduits au silence. Un homme aurait participé à l'exfiltration de l'enfant depuis la prison. Gène Ojardias, un voiturier. Il connaissait la geôlière de son mari et était originaire de Thiers, près d'Églisole. Le corps de ce royaliste convaincu a d'ailleurs été retrouvé lardé de coups de couteau quelques années plus tard dans un lac près de Thiers. En savait-il trop sur quelque chose? Une analyse ADN a conclu en 2000 que Louis XVIII était mort à la prison du Temple. Alors, suite d'un complot qui arrange aussi bien les républicains que les descendants de Louis XVIII et Charles X? Sinon, qui était cet enfant apparu à Églisole? Un sosie destiné à leurrer les révolutionnaires? Seule certitude, d'après les registres généalogiques, Blaise Chaumette a eu 9 enfants et il est mort en Auvergne à l'âge de 90 ans.
Avant les médicaments et les antibiotiques, on se soignait avec ce que la nature peut offrir. Plantes, fleurs, bourgeons, feuilles ou pierres. Connaissez-vous les pierres à venin ? Ces pierres étaient utilisées en Haute-Loire, notamment pour soigner les morsures de serpents ou les piqûres d'insectes. Elles étaient souvent d'anciennes haches polies du néolithique, en variolite, une roche que l'on trouve dans le sud de la France. La couleur de ces galets, vert sombre avec des taches vert clair, rappelle la peau des écailles des serpents ou les pustules de la variole. Encore utilisée au XIXe siècle, notamment par les bergers transhumants, elle soignait tout autant les animaux que les humains. On les plongeait 10 minutes dans l'eau bouillante. Une partie de cette eau était ensuite bue par la personne affectée, l'autre était utilisée pour nettoyer la plaie. Leurs adeptes expliquaient qu'ainsi, le mal était repoussé de l'intérieur du corps vers l'extérieur, puis éliminé par le lavage. Quand elles n'étaient pas issues de haches du néolithique en variolite, les pierres à venin pouvaient être de simples galets de variolite ou des anneaux de pâte de verre, souvent d'anciens poids de métier à tisser datant de l'âge du fer. Elles se transmettaient de génération en génération, notamment dans les familles de bergers. Les bergers les conservaient sur eux, dans leurs poches, pour leur protection comme pour celle de leur troupeau ou au cou d'une brebis ou d'un bélier conducteur de troupeau. Certains bergers immergeaient leurs pierres à venin là où les bêtes buvaient, les incluaient dans les murs des bergeries ou les enfouissaient à leur entrée. Ces galets, appelés aussi pierra picotta, pierre à picotte, protégeaient également les troupeaux de moutons ou de chèvres contre des maladies virales ou bactériennes très contagieuses telles que la clavelée ou le piétinin. Enfin, ces pierres étaient également réputées pour favoriser la fertilité. Certains affirment que, semées dans les foyers, elles permettaient aux familles de s'agrandir. Pour juger de l'ampleur du pouvoir d'une pierre, on pouvait lui faire subir l'épreuve du feu. Il s'agissait de suspendre la variolite au-dessus du feu à l'aide d'un brin de laine. Les bonnes pierres absorbaient suffisamment de chaleur pour empêcher que le brin de laine ne brûle et ne les laisse tomber dans le foyer. Évidemment, quand un troupeau survivait sans perte à une année riche en épidémies, on savait que les pierres avaient protégé les animaux. On l'aura compris, ces pierres avaient une grande valeur pour les bergers. Assez pour être acceptées en garantie lors d'un important prêt d'argent. Aujourd'hui encore, elles se transmettraient avec les fermes et serviraient toujours, secrètement, les humains comme les animaux. Emmuré volontaire. Choisir en toute conscience une vie carcérale de prière, telle était la terrible décision des reclus. À l'origine, les reclus et les recluses étaient des moines ou des moniales qui choisissaient de quitter la vie en communauté et adopter cette forme extrême de pénitence en s'enfermant dans un espace restreint pour trouver leur voie vers Dieu, leur vie durant ou sur un temps donné. L'Église catholique, comme l'Église orthodoxe, ont compté de nombreux reclus, principalement des recluses. D'ailleurs, les hommes se tournant plus volontiers vers l'ermitage, malheureusement plus dangereux pour les femmes. En Occident, pendant les XIe et XIIe siècles, les réclusions se multiplient. De nombreuses églises et villes aménagent des cellules pour accueillir celles et ceux qui souhaitent devenir reclus.
Un peu partout en Auvergne, du Moyen Âge jusqu'au XVe siècle, des hommes et des femmes, pas nécessairement des religieux, choisissaient cette voie mystique. Issus principalement des classes populaires et moyennes de la société civile, ces personnes décident, en accord avec les autorités religieuses, de consacrer leur vie à prier dans un lieu clos, conscientes qu'elles ne ressortiront qu'une fois mortes. Souvent, les cellules étaient installées dans les églises, ce qui permettait aux reclus d'assister aux offices par une petite ouverture appelée agioscope, par laquelle les habitants pouvaient leur fournir à tour de rôle eau, nourriture et vêtements. D'autres cellules étaient moins protégées. À Saint-Flour, une cellule de quelques mètres carrés a ainsi été aménagée au milieu du pont pour accueillir les reclus ou les recluses qui devaient, par ses prières, protéger la ville. Les conditions d'existence de ces reclus étaient extrêmement rudes. Et leur durée de vie à Saint-Flour variait de quelques mois à une année, 5 pour la plus endurante. Les ascètes devaient non seulement résister à l'isolement, mais encore affronter les conditions météorologiques extrêmes. Chaleur étouffante de l'été, humidité de l'automne et du printemps, froid glacial de l'hiver. Leur situation sanitaire n'était pas plus enviable. Carences et maladies s'enchaînaient. Curieusement, à la mort de l'emmuré volontaire, on n'avait aucun mal à lui trouver un ou une remplaçante. Des volontaires affluaient, pour la plus grande fierté de leur famille. Les reclus étaient respectés, car ils priaient pour favoriser la protection du ciel sur leur ville. Leur enfermement donnait lieu à une cérémonie à laquelle toute la population participait. Leur famille était anoblie. Dès que le reclus entrait dans sa cellule, on emmurait la porte. La petite fenêtre grillagée constituait ensuite le seul contact entre les reclus et le monde extérieur. Les reclus n'avaient qu'une seule obligation, celle de prier. Ils priaient pour leur ville, pour eux-mêmes et pour toutes les âmes. Pourtant, il arrivait que les prières ne suffisent pas à endiguer les souffrances issues de cet isolement volontaire. Le reclus ou la recluse mettait alors fin à ses jours. Les secrets du lac Pavin. D'origine volcanique, niché dans les monts d'Or en Auvergne, à près de 1200 mètres d'altitude, le lac Pavin est la source de nombreuses légendes issues de l'imaginaire local et de quelques débats entre scientifiques, à la recherche d'hypothèses pour en justifier les mystères. Rond, le lac Pavin tire probablement son nom à sa fascinante couleur sombre par temps couvert, du latin pavens, épouvantable. Sa couleur donc, et sa forme fascine ou inquiète. De nombreuses légendes circulent à son sujet. Il se dit que les démons viennent s'y baigner, que si on y jette une pierre, on obtiendra brouillard et déchaînement d'éclairs. Des légendes ont été inventées au XIXe siècle pour favoriser le tourisme, notamment celle de la cité engloutie. Dans certaines, Bès a été noyée par Dieu sous des eaux diluviennes pour punir ses femmes aux mœurs trop légères. Dans d'autres, Dieu et le diable se sont affrontés pour le cœur d'une dame. Dieu ayant gagné, le diable a noyé Bès sous ses larmes. Dans les deux cas, on ajoute que des vestiges de la cité engloutie, comme le clocher, sont visibles par temps ensoleillé au fond du lac.
Des centaines de publications scientifiques existent sur ce lac rond, d'origine volcanique, dit de cratère d'explosion, unique en France métropolitaine. Il est dit méromictique, c'est-à-dire constitué de 2 couches d'eau différentes et superposées. La spécificité du lac Pavin découle de sa forme. Il est très profond, 92 mètres de profondeur pour une superficie faible, 750 mètres de diamètre. Sa pente est donc très forte, d'où les légendes qui l'ont décrit comme un lac sans fond. Le brassage des eaux ne s'y fait pas jusqu'au fond comme dans les autres lacs. Les eaux de la surface sont oxygénées, celles d'en dessous jamais. La zone qui se trouve entre 60 et 92 mètres de fond est la même que celle d'il y a 6000 ans. Pas de lumière, pas d'oxygène, une température stable, des composés chimiques comme de l'hydrogène sulfuré et du méthane. Ce milieu est particulièrement fascinant, car doté d'une vie microbienne extrêmement riche. Au fond, roches volcaniques et bactéries libèrent de grandes quantités de CO2 qui s'accumulent. Plusieurs légendes sont justement liées au caractère mécromictique du lac, notamment celle de la pierre qui, jetée dedans, produira des éclairs. Ce genre de légende est classique dans le cas de ce type de lac, car ils peuvent dégazer. En effet, il arrive qu'en cas d'instabilité, les gaz prisonniers au fond remontent, provoquant la mort des riverains. En 1986, au Cameroun, 1746 personnes ont péri dans ce que les scientifiques appellent une explosion limnique du lac Nyos. En 1986, au Cameroun, 1746 personnes ont péri dans ce que les scientifiques appellent une explosion limnique du lac Nyos, quand une éruption a provoqué la remontée de 100 à 300 000 tonnes de dioxyde de carbone. Le lac Pavin a-t-il déjà connu des phénomènes similaires ? Certains chercheurs pensent qu'il a dû connaître des micro-dégazages, notamment dans les années 600 et 1300. Peut-être de quoi expliquer pourquoi il a toujours été alimenté par la peur dans les récits. Une chose est sûre, le lac Pavin est loin d'avoir livré tous ses secrets.